Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Aujourd'hui, j'accueille Hermès Garanger. Elle a reçu le titre de lama à 19 ans, ce qui fait d'elle la plus jeune lama occidentale au monde. Avec plus de 30 000 heures de méditation, elle a décidé de participer aux recherches menées par l'INSERM, afin de démontrer les bienfaits que pourrait avoir la méditation sur le cerveau. Mi-lama, mi-maman, conférencière, auteure, j'ai la joie d'échanger son point de vue sur la méditation pour nous occidentaux. Belle écoute! Bonjour Hermès et merci beaucoup de nous rejoindre. Si vous deviez vous présenter, non pas par des activités, mais non pas non plus par des étiquettes, mais par vos valeurs, lesquelles nommeriez-vous en premier? Alors, c'est toujours difficile de s'auto-proclamer ceci et cela, surtout quand c'est du positif, de dire qu'on se trouve bienveillant, humaniste, etc. C'est toujours assez particulier, surtout quand on est bouddhiste avec cette notion d'ego ou d'orgueil. Donc, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour parler de moi-même, mais j'essaye, en tout cas, d'être une personne, on va dire, je pourrais dire bienveillante, mais bienveillante pas au sens occidental comme on l'entend. La bienveillance, c'est être gentil, bon envers les gens proches ou les gens qu'on aime, et que ça s'arrête là. J'essaye d'être bienveillante, on va dire, par rapport à la notion bouddhiste, c'est-à-dire bien sûr bienveillant envers soi-même, mais envers les autres. Alors pas seulement les personnes qu'on aime, mais vraiment l'être humain en général au sens large. Et puis ça s'arrête pas forcément aux êtres humains, bienveillante envers les animaux, la cause animale, donc du fait d'être végétarienne, et encore plus largement bienveillante envers l'environnement, donc la planète, très écolo. J'essaie de ne plus prendre l'avion depuis, voilà, on va dire que ça fait 7 ans que je ne voyage plus en avion, et de ne pas avoir de voiture, etc. Donc voilà. Donc peut-être que je dirais la bienveillance. J'essaye de pratiquer en tout cas la bienveillance au quotidien, à travers mes actions, à travers qui je suis, et puis une valeur, je ne sais pas si c'est une valeur, mais je dirais la détermination. C'est-à-dire que je ne lâche jamais rien. Voilà. Ce sont très belles valeurs en tout cas pour vous présenter. Et en tout cas, j'imagine que vraiment c'est vraiment ces deux mots qui vous représentent énormément pour avoir lu votre livre. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la méditation. Oui. Et ma première question, c'est qu'est-ce que la méditation? Alors là encore, je vais pouvoir répondre à travers mon expérience personnelle, c'est-à-dire mon expérience dans le bouddhisme tibétain, puisque je suis née dans un monastère bouddhiste tibétain, j'ai vécu 20 ans dans un monastère. Et étant très proche des grands maîtres tibétains, j'ai reçu des enseignements de leur part. J'ai fait ma retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours à l'âge de 15 ans et demi, à raison de 14 heures de méditation par jour pendant 3 ans. Et j'ai continué tout au long de ma vie jusqu'à maintenant, donc on va dire 30 000 heures de méditation. Donc si je devais donner une définition de la méditation, ça serait vraiment avec cet angle de philosophie bouddhiste. Méditer en tibétain, ça veut dire entraîner son esprit, entraîner son esprit à développer de belles valeurs, comme on en parlait tout à l'heure, donc la bienveillance, la générosité, l'altruisme, la solidarité, l'ouverture d'esprit, la légèreté, la joie, la liberté, etc., la compassion, l'amour. Donc voilà, c'est entraîner son esprit à continuer à développer des valeurs altruistes. Et pour moi, la méditation n'a absolument rien d'égoïste. C'est pas du tout une démarche égoïste. Méditer pour soi, méditer pour être mieux, méditer pour moi. Je n'associe pas du tout la méditation au développement personnel.
mais plutôt un développement ou un épanouissement universel. C'est vraiment très intéressant de ce point de vue en fait du coup de la méditation qu'on nous voit rarement en fait. C'est pas du tout quelque chose qu'on entend et qu'on lit particulièrement. Pas Merci beaucoup en beaucoup. France et pas beaucoup en Occident, non. Oui, c'est ça. Mais, en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il existe plusieurs types de méditation? Alors là encore, ouais, je vais vous répondre toujours. Voilà, du coup, est-ce que nous, on a le sentiment que parfois il y a plusieurs types de méditation? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, qu'est-ce qui est pour vous? c'est vrai qu'en Occident, on a l'impression qu'il existe plusieurs types de méditation, et paradoxalement, on a l'impression qu'il en existe presque une quand on parle de pleine conscience. Là encore, si je devais vous répondre sous le prisme du bouddhisme tibétain, on parle de 84 000 sortes d'enseignements ou de méditation transmis par le Bouddha. Donc, il a enseigné 84 000 sortes d'enseignements pour répondre à toutes sortes de problèmes ou de difficultés ou d'obstacles ou de souffrances. Donc, c'est vrai que pendant la retraite de méditation que j'ai faite adolescente, on pratique non pas les 84 000 sortes de méditation, mais environ 200. Donc des méditations qui font travailler sur les émotions, la colère, la jalousie, l'attachement, la saisie, l'ignorance, ou alors des méditations qui font en sorte de développer la bienveillance, l'amour, la compassion, l'altruisme, la générosité, etc., etc., la patience, la diligence, l'éthique, la morale. Donc voilà, donc c'est vrai que dans le bouddhisme tibétain, on parle très très peu, voire pas du tout de pleine conscience. C'est plutôt connoté, ça a plutôt une connotation du côté zen, enseigné par Thich Nhat Hanh. Mais dans le bouddhisme tibétain, on est vraiment focus sur les 84 000 enseignements différents, et ce qui donne énormément de place pour que les personnes puissent se retrouver peut-être dans telle méditation plutôt que telle autre, peut-être de méditer sur la joie quand on est dans un moment de tristesse, méditer sur le précieux corps humain, l'importance du corps humain, quand on a peut-être un peu moins de confiance en soi, méditer sur la satisfaction quand on éprouve de la jalousie, etc., etc., méditer sur l'amour et la compassion quand on éprouve de la colère. Donc toutes ces formes de méditation sont là pour contrebalancer une difficulté, une souffrance, une émotion. Et finalement, quand on met d'un côté de la balance la colère, mais que de l'autre côté, dans ce moment de colère, on va penser peut-être à la personne qu'on aime le plus au monde, ou en tant que parent, penser à nos enfants et fermer les yeux, vraiment ressentir cet amour profond et sincère, d'amour inconditionnel pour cette personne. Mais finalement, on a l'impression que cet amour pèse plus lourd que la colère qu'on avait il y a encore quelques minutes. Et finalement, la colère va s'estomper et l'amour va prendre toute la place pour remplacer la colère. Merci beaucoup. Et justement, c'était ma question suivante qui était, on parle donc de méditation pleine conscience, par le vide ou par le plein, mais c'est plutôt ce qu'on va entendre, nous, en tant qu'occidentaux, ces différents types de méditation. Donc, ça a un peu répondu à cette question-là. Alors oui, et en même temps, c'est vrai que je rencontre énormément de personnes qui méditent, qui me disent méditer ou faire de la pleine conscience. À la fin de mes conférences, souvent je demande qui a déjà médité, quelle sorte de méditation et tout. Et je suis souvent étonnée de parler avec des personnes, on va dire, qui enseignent la pleine conscience et qui ne l'incarnent pas forcément au quotidien. Je m'explique, c'est-à-dire de dire je suis pleinement conscient de la souffrance, je suis pleinement conscient de la respiration, je suis pleinement conscient de ci ou de ça, et de me retrouver donc avec ces personnes qui, par exemple, lors d'un déjeuner, qui mangent par exemple de la viande. Donc sur 25 personnes à table qui méditent ou qui enseignent tous la pleine conscience, je suis la seule qui arrive du bouddhisme tibétain. Et je me rends compte que lors de ce déjeuner-là, je suis la seule végétarienne. Et je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire, mais si vous êtes pleinement conscience de la souffrance animale, comment est-ce que vous pouvez manger de la viande, puisque ça a causé, engendré de la souffrance. Et donc j'ai un peu de mal, moi, avec cette notion de je suis pleinement conscient,
mais je ne change pas mon action ou mon quotidien ou mes habitudes. Je suis pleinement conscient que je bois, que je fume, que je mange de la viande, que je prends l'avion, etc. Mais alors, s'il n'y a aucune action derrière, à quoi ça sert d'être pleinement conscient? Donc pour moi, il faudrait que ce soit une pleine conscience bienveillante ou une pleine conscience avec la notion de compassion. Sinon, d'être simplement pleinement conscient de tout ce qui nous arrive et qu'on ne change rien, on n'est pas vraiment acteur de notre vie, on est spectateur de cette pleine conscience. Et j'aimerais que les personnes qui méditent sur la pleine conscience deviennent un peu plus acteurs. Et du coup, est-ce que c'est pas justement ce côté méditer, comme vous disiez au début, sur la détermination, sur la bienveillance donc environnementale, globale, et non sur le moi, la méditation pour me sentir mieux, mais une méditation plutôt globale finalement quand Alors, on parle. c'est sûr que en Occident, quand on lit dans les magazines méditer pour maigrir, méditer pour arrêter de fumer, méditer pour ci, méditer pour ça, c'est moi, je, Ouais. et c'est très auto-centré. Alors que ma notion de méditation, c'est pas du tout, en tout cas celle que j'ai apprise, c'est pas du tout celle que je lis dans les magazines ou celle que je lis en France et celle que j'enseigne étant lama. Méditer, pour moi, c'est vraiment une démarche altruiste. Et quand on incarne cette méditation, la méditation, elle doit déteindre sur notre quotidien, sur nos actions, sur nos actes du quotidien. Être simplement bienveillant ou pleinement conscient quand on est assis sur notre coussin, mais dès qu'on se lève du coussin, de retomber dans la colère, dans les travers, aller se faire un repas avec de la viande ou des choses, des crustacés, j'en sais rien, et de se dire mais j'étais pleinement conscient il y a 5 minutes et puis maintenant je me retrouve à engendrer de la souffrance animale. Moi j'ai un petit souci avec cette espèce de décalage ou cette forme d'incohérence. Donc pour moi, un vrai pratiquant ou un bon pratiquant, c'est pas celui qui aura un beau discours, c'est vraiment celui qui l'incarne dans ses actions, dans son quotidien. Et c'est un peu ce que dit le Bouddha, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, observez les personnes à travers leurs actions et soyez inspirés de leurs actions, mais pas simplement par des mots, parce que c'est tellement facile d'avoir un beau discours ou d'enseigner des choses. Si on ne les incarne pas soi-même, ça n'a aucune valeur. Et donc, on va avoir ce côté incarnation d'être ce que l'on est dans nos actions, dans la méditation pleine conscience. Et est-ce que, quand on parle de la méditation par le vide, ce serait est-ce que ça veut dire quelque chose ou versus par le plein ou pas du tout ou est-ce que c'est la même chose? Ouais, alors moi, je sais pas trop ce que vous appelez méditation par le vide ou par le plein. C'est-à-dire que par le vide, de se dire on fait le vide des pensées, c'est impossible parce qu'on a environ 60 000 pensées par jour. Donc d'essayer de méditer et de ne pas penser, c'est quelque chose d'impossible. Par contre, c'est vrai que de s'asseoir, de méditer, de se concentrer par exemple sur la respiration ou sur un support de visualisation comme un paysage, un coucher de soleil, un lever de soleil, une bougie, une photo, quelque chose qui nous inspire. On pourrait dire que ça, c'est un support de méditation, donc une méditation avec un support, donc avec du plein, enfin, c'est pas vide, mais on va utiliser le mental ou une personne, ou penser, comme je le disais tout à l'heure, la personne qu'on aime le plus au monde pour développer cet amour et cette compassion, pour que ce soit vraiment ressenti et pas simplement dans la tête. Et on va utiliser ces supports de méditation, bien sûr, d'abord avec le mental, de dire, OK, je pense à ça, ou à lui, ou à elle, ou à telle chose pour développer ça. Mais une fois qu'on est complètement dans ce ressenti, quand on éprouve totalement ou qu'on est envahi par cet amour, cette compassion, cette bienveillance, à ce moment-là, on quitte le mental et on bascule dans cet état méditatif, donc avec l'esprit, c'est un esprit méditatif, plutôt qu'être dans le mental en permanence, c'est-à-dire je dois penser à ci, je dois penser à ça. C'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal, moi, avec les méditations guidées, parce que c'est vrai qu'on nous parle quasiment non-stop pendant la méditation guidée, pensez à ci, pensez à ça, pensez à ci, pensez à ça. Et à aucun moment on laisse la place pour que la personne bascule dans cet état méditatif. Alors, chacun va basculer dans un état méditatif à son rythme. Certaines personnes, ça va être au bout de 10 secondes, 30 secondes, d'autres, ça va être 3 minutes, 10 minutes, ou d'autres qui sont peut-être un peu plus agités, ça va prendre une demi-heure.
Donc j'ai un peu de mal moi avec cette notion de vide où les gens essayent de s'asseoir et d'attendre de ne plus penser ou d'avoir l'esprit dégagé ou le mental apaisé. Mais c'est vrai que dans le bouddhisme tibétain, le fait de méditer sur des valeurs, donc je dirais que c'est du plein, en fait, c'est quelque chose, c'est quelque chose de concret, et d'élargir cet amour et cette bienveillance, de se dire mais là je ressens de l'amour et pour la personne que j'aime le plus au monde, mais je pourrais élargir ça peut-être à tous les enfants du monde. Et pourquoi m'arrêter à ces enfants et ne pas développer ça pour tous les êtres humains? Et puis de garder, de ressentir cet amour pour tous les êtres humains, de continuer à élargir ce ressenti finalement pour pourquoi pas les animaux aussi. Et puis élargir encore plus, et après la planète, l'environnement. Et finalement, c'est une forme d'amour universel ou quelque chose qui englobe tout. Donc on pourrait dire le plein. Voilà, c'est l'immensité, on va dire l'immensité pour moi. Ce que j'entendais par méditation par le plein, c'est la réception. La réception, donc là, comme vous disiez, sur l'amour. C'est-à-dire que la méditation par le plein pour j'accueille ce que je peux recevoir. Et donc, je fais le plein. Et contrairement à, pour moi, faire le vide était, bah oui, chercher à vider le mental. C'est exactement ce que vous dites, en fait. Ça serait vraiment ça. C'est ça. Et en même temps, j'accueille l'amour, etc. C'est, je développe tout ce que je peux et j'offre. Mais d'être dans cet état-là, forcément, on obtient quelque chose en retour. Ouais. De passer 3 minutes, 10 minutes, une demi-heure dans cet état d'amour, de compassion, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de légèreté, de joie, d'apaisement, de sérénité. Mais forcément, même si on développe ça au niveau très très large et que ça touche tous les êtres et que voilà, tout le monde puisse soit être libéré de la souffrance et obtenir le bonheur ou être se sentir mieux, etc. Quelque part en retour, forcément, on obtient quelque chose, mais on médite pas pour obtenir quelque chose. C'est un cadeau en retour, mais c'est pas du tout dans l'esprit de se dire je m'assieds pour ressentir l'amour des autres ou méditer pour ci ou méditer pour ça. C'est vraiment développé d'une manière altruiste et forcément quand on donne, on reçoit. Eh ben oui, du coup, ça répond à vraiment ces questions de différence qu'on peut avoir sur les méditations. Mais j'espère, avec mon point de vue, aussi vraiment. Petit soit-il, mais voilà, c'est juste un partage, sans aucune critique, sans aucun jugement par rapport à telle ou telle méditation. Il y a des personnes qui se retrouvent parfaitement dans une forme de méditation plutôt qu'une autre, ou la pleine conscience, ou méditer sur la bienveillance, l'amour, etc. Donc chacun peut aller piocher un petit peu selon toutes les traditions et tout ce qui est enseigné à partir du moment où l'enseignant est authentique et qualifié. Et auriez-vous des clés à partager pour comment commencer à méditer pour nous occidentaux? Est-ce qu'il y aurait, qu'est-ce que vous auriez, voilà, des clés, des conseils? C'est vrai que la chose la plus facile, c'est quand même d'écouter ou de recevoir un enseignement ou une conférence ou une transmission ou un conseil de la part d'un vrai pratiquant, parce que du coup on va dire que c'est une discussion de cœur à cœur où c'est authentique, c'est sincère, c'est spontané, c'est clair, il n'y a pas de mauvaise interprétation possible quand on reçoit l'enseignement à la source. Après, je sais que c'est plus difficile en Occident parce qu'il y a moins de maîtres, il y a moins de pratiquants, il y a peut-être, etc. Donc, mais en même temps, je trouve qu'on lit où on trouve tellement de choses. Il y a à boire et à manger dans les magazines, dans les émissions, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on écoute, dans tout ce qu'on peut lire. Je trouve que c'est hyper difficile pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans la méditation de faire la part des choses, de dire est-ce que ça c'est vraiment de la méditation, est-ce que ça c'est une méthode inventée un peu occidentale, est-ce que c'est New Age, est-ce que c'est moderne, donc je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à méditer maintenant que il y a encore quelques dizaines d'années quand vraiment les maîtres tibétains venaient en Occident
et transmettait l'enseignement, ou Thich Nhat Hanh qui n'est plus là, ou des grands maîtres comme ça. Après, si on veut vraiment apprendre à méditer, effectivement, il faut plutôt se tourner vers des références comme Matthieu Ricard ou Thich Nhat Hanh, ou vraiment des maîtres qui enseignent la méditation, mais non pas qui l'enseignent avec la tête, mais qui l'enseignent avec l'expérience. Et ça, il y en a quand même beaucoup. Et puis après, au quotidien, méditer, c'est pas se dire je médite 1 heure par jour ou rien. On peut méditer 3 minutes par jour. Pour moi, c'est des espèces de parenthèses méditatives. Et méditer, c'est pas simplement s'asseoir sur un coussin. On peut méditer en marchant, on peut méditer en regardant un paysage, on peut méditer quand on joue d'un instrument de musique. Pour moi, un artiste est dans cette forme d'esprit méditatif. On peut méditer quand on fait du sport. Pour moi, quand on regarde Nadal jouer au tennis, il est dans cette forme d'état méditatif, tellement focus, déterminé, concentré, il est dans l'instant présent. Aucune distraction, il est vraiment là. Donc méditer 3 minutes dans la journée, se dire tiens, pendant 3 minutes, je vais développer de l'amour et de la compassion, et de faire naître ça en soi quand on marche pour aller travailler, ou quand on rentre du travail, ou quand on est dans le métro, en observant les gens qui nous entourent, qui sont pas forcément très souriants et qui n'ont pas l'air forcément très heureux. Je trouve que c'est un excellent exercice de regarder les gens et de développer cet amour et cette compassion, et de leur souhaiter tout ce qu'il y a de mieux, un mieux-être, leur souhaiter du bonheur, leur souhaiter plus de joie, plus de légèreté, malgré les circonstances extérieures, malgré l'actualité, de souhaiter le bonheur des autres. Finalement, ça c'est une vraie méditation, c'est un vrai entraînement altruiste. Oui, c'est vraiment ce quotidien 3 minutes facile finalement qu'on peut de contempler en fait. On pourrait dire que cette contemplation de l'instant présent est une méditation. Exactement, contempler et puis continuer à s'émerveiller, des petites choses du quotidien, s'émerveiller d'une odeur, d'un paysage, d'une vue, d'un monument, d'un nuage, s'émerveiller d'une jolie nouvelle. Essayer de continuer à s'émerveiller, parce que plus on grandit et moins les adultes s'émerveillent. Et je trouve ça dommage de ne pas garder cette âme d'enfant. Les enfants, ils s'émerveillent quand ils sont tout petits, s'émerveillent d'un rien, d'un tout. et je trouve que si on continuait de s'émerveiller adulte, on garderait vraiment cette âme d'enfant, de joie, de légèreté. Voilà, on cherche toujours le bonheur. On pense que le bonheur, c'est quelque chose de grand. Quand on aura ci, quand on aura ça, une maison, une voiture, une famille, des enfants, etc. Alors que pour moi, le bonheur, c'est juste des petits moments d'émerveillement mis bout à bout qui font une jolie journée, ou une journée agréable, ou un instant agréable. Merci beaucoup en tout cas Hermès, parce que avec grand plaisir. Cette conversation et cet échange est vraiment pour moi une méditation à m'émerveiller dans cette journée. Merci beaucoup, ça m'a mis en joie en tout cas de partager tout ça, et puis du coup d'avoir mis en lumière ces points de méditation et tout plein de valeurs qui sont vraiment très pertinentes et à mettre en place au quotidien. Merci infiniment, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hermès. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.